Bonsoir tout le monde. Chez moi c'est le soir. Je sors du bain, j'ai les cheveux mouillés, donc je vais pas faire une vidéo, mais je vais plutôt faire juste un audio pour répondre à une question qu'on m'a posée, qui est un sujet qui me prend aux tripes vraiment, et je suis toujours très 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 heureuse de partager mon parcours si ça peut raccourcir les errances et le parcours de d'autres personnes dans la même situation. Donc la question, c'était comment j'ai réussi à arrêter toute prise d'antidépresseurs. Donc pour revenir un petit peu en arrière, je suis tombée en dépression, et j'ai vraiment envie de dire ça comme ça, je suis tombée comme on tombe d'une chaise, en dépression, alors que tout allait bien dans ma vie, et même je me disais, si maintenant que tout va bien comme ça, je faisais les études qui me passionnait, que j'avais... Enfin, c'était difficile de réussir le concours d'orthophonie à l'époque. Et les études d'orthophonie me passionnaient. J'avais plusieurs bandes d'amis avec lesquels on rigolait vraiment, vraiment bien. J'étais très entourée. J'avais un petit ami avec qui on vivait une passion et on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et je faisais beaucoup la fête aussi. Et je buvais donc pas mal d'alcool. Et sans explication, je suis tombée en dépression. Enfin, moi, de ce que je connaissais, j'appelais ça dépression. Je l'avais étudié justement en orthophonie, donc j'avais 20 ans, j'allais avoir 21 ans. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, tout est devenu gris. C'était l'hiver, et c'est très souvent que j'ai des dépressions saisonnières. Et tout perdait sens. J'ai toujours été très sensible, avec toujours des très hauts et des très bas. Et cela dit, quand j'étais en dépression, j'avais l'impression d'être plus lucide que les gens autour de moi. Et je les voyais, eux, j'avais l'impression qu'ils tournaient à vide sur un manège. Et que moi, je les regardais et j'avais pas envie de participer à ce manège si rien n'avait de sens. Parce que les douleurs que je pouvais ressentir émotionnelles étaient trop fortes pour être vécues sans aucun sens. Voilà. En fait, je pense que j'étais vraiment en crise spirituelle, mais je n'avais aucune spiritualité à l'époque et même aucun accès à ce genre d'enseignement de façon saine. Donc, j'ai rencontré un psychiatre. Donc, j'ai demandé à me faire hospitaliser, hein, parce que je voyais que je ne m'en sortais pas. On m'avait donc mise sous antidépresseurs et anxiolytiques. Mon médecin traitant m'avait donné ça. Ça changeait rien du tout. À la limite, j'étais un peu dans le coton, un peu plus, et un petit peu moins consciente de ce qui se passait, mais ça changeait rien au manque de sens. Et donc, je rencontrais plein de professionnels. C'est difficile, hein, toutes les démarches qu'il faut faire quand on est dans cette situation. Ça demande vraiment d'avoir de l'énergie et de la motivation, alors que justement, c'est une période où on n'en a pas. Et donc j'ai demandé à me faire hospitaliser quand j'ai vu quel était le système d'hôpital psychiatrique. Au bout de quelques jours, j'ai fait semblant d'avoir compris des choses et j'ai fait semblant que tout allait mieux parce que j'avais bien conscience qu'il ne pouvait vraiment, vraiment pas m'aider. J'étais tombée sur une infirmière dont je me sentais pouvoir être la thérapeute, en fait. Je voyais qu'elle était à bout, qu'elle m'avait parlé d'une façon qui était inappropriée, donc je m'étais vraiment rebellée en prenant même à témoin d'autres personnes du personnel, et ses collègues m'avaient dit « Ouais, mais elle a eu une mauvaise journée. » Ah ouais, non, juste moi, je me suis fait hospitaliser en hôpital psychiatrique, c'était juste la meilleure journée de ma vie, et il n'y a aucun problème pour qu'on me parle comme ça. Donc voilà, j'ai vu combien l'hôpital psychiatrique était démuni pour faire face à certains cas, dont le mien. Et donc du coup, au bout de quelques jours, j'ai dit que ça allait mieux. Comme de toute façon, j'étais rentrée à ma demande. Limite, je voyais bien que ça les arrangeait que je dise que je voulais partir, parce que comme ça leur faisait toujours une personne de moins à gérer.
Mais le problème n'était pas vraiment réglé et j'ai rencontré un psychiatre qui m'a changé de traitement et qui m'a dit que je n'étais pas dépressive parce qu'il voyait que j'étais capable de raisonner et une des fonctions atteintes dans la dépression, c'est les fonctions cognitives. Et moi, je n'avais aucun trouble cognitif. Je raisonnais parfaitement. Je vous dis, je me sentais très très lucide en fait, et plus lucide que les autres gens que je voyais vivre sans se poser de questions. Alors moi, on me disait, bah tu te poses trop de questions. Ok, ok, merci, c'est peut-être juste je me pose des questions auxquelles toi tu n'as pas réponse, et donc tu essayes de te décharger de moi en disant ça. Mais voilà, en m'invalidant, en faisant croire qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi de me poser toutes ces questions. Donc, le printemps est arrivé aussi, et je pense que j'en avais pas conscience à l'époque, mais c'était un facteur important. Et donc, ce psychiatre, il m'a changé de traitement, il m'a enlevé les anxiolytiques, et il m'a laissé des antiépileptiques qui étaient censés réguler mon humeur, c'était de la dépakine, et il m'a laissé les antidépresseurs que j'ai pris, je crois, pendant 3 ans et demi. Au bout de 2 ans, j'ai voulu arrêter le traitement. J'avais beaucoup maigri au cours de la dépression, j'ai beaucoup grossi avec le traitement. Et bon, au bout de 2 ans, le psychiatre n'avait pas voulu que j'arrête mon traitement. Donc il m'a fait un peu peur sur les risques de rechute et tout ça, donc je l'ai gardé. Entre-temps, j'ai aussi rédigé mon mémoire d'orthophonie qui était sur bégaiement et précocité intellectuelle. Et j'ai donc réalisé que j'étais HP. Je suis partie ensuite, quand j'ai eu mon diplôme, je suis partie travailler 1 an à La Réunion et j'étais encore sous antidépresseurs. Et quand je suis rentrée en France, donc je suis restée 1 an, j'en avais vraiment marre des effets secondaires. Je commençais à m'intéresser à l'acupuncture et à toutes ces choses plus naturelles, disons. Et puis, fin 2007, je profite des vacances de Noël pour, du jour au lendemain, arrêter tout mon traitement. Je ne dis pas que les gens doivent faire ça. Je vous dis juste ce que moi j'ai fait. J'ai suivi mon élan intérieur qui me disait ça. Je n'ai pas eu d'effet de sevrage, enfin, je n'ai rien senti de spécial. J'avais juste moins de somnolence et sans dire à mon psychiatre, voilà, j'ai arrêté le traitement. J'avais aussi lu le livre Guérir de David Servan-Schreiber qui parlait de beaucoup de méthodes naturelles. Donc le titre c'est Guérir la dépression, l'anxiété, l'angoisse avec des méthodes naturelles ou quelque chose comme ça. Donc il parle de la pratique sportive, il parle de l'alimentation, je ne sais plus s'il parle de l'alimentation dans ce livre-là, il parle de l'EMDR, il parle de tout un tas de choses, et je crois qu'il parle de l'acupuncture aussi. Et donc j'avais décidé, j'avais rencontré des acupuncteurs à l'époque, et j'avais décidé de me lancer dans ça. Mais oui, en fait je m'intéressais à un mode de vie plus sain. Cela dit, progressivement, je me sentais retomber en dépression. Donc là, j'ai arrêté le traitement donc début 2008 et je suis restée à Paris jusque début 2013. Voilà. Et c'est en 2012 que je n'en pouvais plus de la vie parisienne, que je voyais bien que j'étais stressée. Ah oui, alors entre-temps, du coup, j'avais décidé de faire en 2009... dans le cadre de prévention de rechute dépressive, j'ai décidé de m'inscrire au programme de Christophe André, de méditation de pleine conscience. Donc j'avais lu des livres qui parlent des études sur les bienfaits de la méditation dans le cadre de prévention de rechute dépressive. Et moi en plus, comme j'avais eu ma dépression à un âge assez jeune, j'avais plus de risques de rechute dépressive.
Et je crois qu'aussi entre-temps, comme je m'intéressais pas mal au sujet des HP, des zèbres, j'avais lu bien sûr beaucoup de choses pour mon mémoire. J'avais assisté à une conférence de Jeanne Siofachin et je lui avais parlé d'ailleurs après. Elle m'avait dit que j'étais zèbre et que ça se voyait comme ça directement. Jeanne Siofachin qui a d'ailleurs écrit elle aussi un livre sur la méditation. Et dans cette conférence, et ça m'a beaucoup marqué, elle a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu dans toutes mes études et dans mes recherches personnelles. Elle a dit que les HP, donc les zèbres, étaient sujets à des dépressions dites existentielles qui ne répondaient pas aux antidépresseurs. Et quand elle a dit ça, it hit home, comme on dit en anglais, ça a fait tilt. Et je me sentais vraiment, en fait, être dans cette catégorie. Ma dépression était clairement existentielle et comme elle disait, et comme on m'avait dit, les capacités cognitives chez le HP ne sont pas altérées dans ces dépressions dites existentielles. Et je n'avais pas spécialement répondu favorablement aux antidépresseurs. Si je me souviens bien, j'étais sortie de dépression quand on avait aussi changé de saison. Et voilà. Donc, je trouve que c'est un petit détail important à connaître quand même. Donc, je fais le truc là de méditation de pleine conscience. Je déteste. Je me trouve nulle. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas du tout pour moi. Et puis, c'est là que je me rends compte aussi qu'il y a certains fonctionnements mentaux des gens qui sont pas du tout mes fonctionnements à moi. Et même aujourd'hui, j'ai tendance à croire que certaines pratiques méditatives comme la pleine conscience, ça peut même être contre-productive. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression que j'allais décompenser, en fait. Peut-être c'était pas le moment pour moi de faire ça. J'avais encore beaucoup de choses à nettoyer, encore beaucoup de toxicité à l'intérieur de moi, ne serait-ce que par rapport à l'alimentation que j'avais à ce moment-là. Je crois que je faisais pas tellement de sport à l'époque. Et en fait, ça a fait que j'ai vu et j'ai entendu toutes mes pensées anxieuses et j'ai eu beaucoup de remontées d'angoisse que je me sentais pas tellement capable de gérer. Et Christophe André, je pense qu'au niveau de la France, c'est une des personnes, c'est lui qui forme tout le monde, c'est lui le premier qui a fait ça en France. Je pense que personne ne va remettre en question sa compétence. Et cela dit, moi, je me sentais quand même hyper démunie pour faire face à tout ça. Et alors, quand pendant mes pratiques méditatives, j'avais des pensées, j'appelais ça des pensées, aujourd'hui je les appellerais des intuitions, mais des pensées qui tournaient, qui revenaient sans arrêt et qui me disaient déjà pars de Paris et fais du yoga, fais du yoga, fais du yoga. Donc je me suis mise à faire du yoga, ça a été extraordinaire pour moi. Ça a été difficile pour moi de trouver un cours de yoga qui me plaisait et j'ai dû essayer plusieurs profs. Et pendant longtemps, j'ai cru que le yoga, c'était pas pour moi, mais dans la mesure où la méditation, c'était encore moins pour moi, le yoga, c'était pas pire. Et quand j'ai commencé avec du vinyasa, donc à Paris aussi. Là, j'ai adoré, j'y allais plusieurs fois par semaine et ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Et ensuite, cette dépression qui revenait en 2012, là, qui a fini même par créer une somatisation complètement inexpliquée parce que j'ai eu des cellules suspectes sur le col de l'utérus. Je vous raconte toute ma vie, là. Mais en tout cas, ça faisait un moment que je me sentais retomber en dépression, que j'en pouvais plus de mon travail d'orthophoniste en libéral, que j'en pouvais plus des charges, que j'en pouvais plus de la vie parisienne. Et je faisais que de dire à mon boyfriend de l'époque, avec qui je m'entendais hyper bien, pour beaucoup de gens, on était les âmes sœurs mutuelles. Et je pense toujours que c'est le cas aujourd'hui, mais on a juste une relation qui est beaucoup plus fraternelle que romantique. Et je lui disais, il faut qu'on parte de Paris, on part en voyage. Il ne voulait pas, il n'était pas prêt. Et donc quand j'ai eu ces cellules suspectes sur le col de l'utérus, du coup,
j'ai décidé de mettre mon cabinet en vente. J'avais lu Anti-cancer entre-temps, donc toujours de David Servan-Schreiber. Le truc, c'est qu'on savait pas à quel stade ça en était. Pour moi, on savait pas si c'était cancéreux ou pas, et si c'était cancéreux, à quel stade ça en était. Il fallait que je fasse d'autres examens, donc j'ai été hyper flippée. Et je me suis dit, mais en ayant lu ce livre Anti-cancer, je vois que j'y cours au cancer. Même si je connais plein de choses, même si je fais de l'acupuncture, même si intellectuellement je sais plein de choses, même si, bon, pour le coup, je refaisais du sport, mais ma vie, elle n'était pas joyeuse. Et ces pensées qui faisaient que de tourner en rond, qui me disaient pars de Paris, pars de Paris, pars de Paris, ces aspirations que j'avais de voyager, d'être au soleil, d'être sous les tropiques, eh ben j'ai fini par les écouter. Et du moins, j'ai mis mon cabinet en vente et ça a pris un moment avant que je puisse vendre mon cabinet. Et pendant ce temps, j'ai fait tout ce que je pouvais faire à mon niveau, et c'est-à-dire que j'ai repris le chant, et pour moi c'était très important de chanter. J'ai repris le piano, j'ai allégé mon emploi du temps énormément, et j'ai lu tous les livres de développement personnel que l'on peut imaginer. Je ne voulais toujours pas trop entendre parler de spiritualité. Pour moi, c'était inconcevable de chanter un home dans un cours de yoga. Je trouvais ça hyper sectaire. Déjà, quand les profs proposaient ça, sachant que des années plus tard, je chantais moi-même des mantras dans des cours de yoga, le truc qui était vraiment inenvisageable pour moi à cette époque. Et j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses, j'ai échangé avec des amis, je me suis abonnée à Matin Magique de Marie-Pierre Charon, j'ai écouté Guy Corneau, j'ai lu tout ce que vous pouvez imaginer sur les blessures de l'enfant intérieur, nanana. J'ai suivi une art-thérapie aussi. J'ai lu le livre que je trouve extraordinaire et que j'ai fait plusieurs fois le programme qui s'appelle Libérer votre créativité de Julia Cameron. Voilà, donc j'ai réexploré tout ce versant joyeux, créatif, et puis j'ai plongé un peu plus profondément en moi-même, en mes blessures. Je me suis mise à reméditer de moi-même et j'ai découvert Thierry Janssen qui a été et pour qui je garde toujours une gratitude infinie. J'aime tellement, tellement cet homme, vous le savez si vous me suivez. Thierry Janssen, il a un parcours extraordinaire. Thierry Janssen, il est HP, il est sensible. J'ai beaucoup, beaucoup raisonné avec lui. En fait, je l'ai découvert parce qu'un jour, à une de ses conférences, Christophe André, il avait invité Thierry Janssen. Et moi, avec Christophe André, je raisonne pas tant que ça, énergétiquement parlant. Mais avec Thierry Janssen, il y a eu un déclic. Donc j'ai lu tous ses livres que j'ai trouvés passionnants. Et lui-même, il a traversé le désert, il a traversé des phases de dépression, des phases de non-sens, il a connu des transformations et des reconversions, il l'exprime tout en authenticité, en sincérité, je le trouve très très touchant. Et en même temps, il est joyeux, enfin, moi personnellement, je résonne beaucoup avec Thierry Janssen, qui donne en ce moment d'ailleurs des méditations gratuites tous les soirs à 19h sur Facebook. Et Thierry Janssen a été le premier à ouvrir une porte sur la spiritualité parce que il décrivait son travail comme psychospirituel. Et alors, avec ce médecin, parce qu'il a quand même une formation de médecin, j'ai pu, et parce qu'il est aussi très ancré, il est aussi très terre à terre, et ben j'ai pu m'ouvrir à cette dimension spirituelle en me disant ok, quand moi je décide ma vie avec mon mental, c'est magnifique sur le papier. J'avais un très beau copain, tout le monde dit oh orthophoniste, mais quel beau métier. On avait un super appart, on voyageait, on avait des potes, on était le couple super cool pour tous les gens autour de nous. Et c'est vrai que c'était beau, hein. Sur le papier c'était super beau, ça présentait bien. C'est vrai que mon copain il était super gentil. Qu'on s'entendait bien quand même. Mais moi, à l'intérieur, je me sentais remourir en fait. Donc, j'ai prié parce que mon cabinet ne se vendait toujours pas au bout de 5 mois. Juste avant de rencontrer la personne qui l'a finalement acheté,
J'ai fait un truc que je n'avais jamais fait vraiment. Enfin, si, je l'avais déjà fait parce qu'en fait, j'ai fait du catéchisme quand j'étais petite et j'ai fait ma communion et tout ça. Mais ça faisait longtemps, disons, que je n'avais pas prié. Et là, j'ai prié pour que mon cabinet se vende parce que vraiment, je n'en pouvais plus. Et mon cabinet a été vendu, ce qui a fait que j'avais un peu plus de 20 000 euros sur mon compte en banque, que je suis partie en Asie et que j'ai approfondi mes découvertes spirituelles. Et ça, c'est encore un audio de au moins une demi-heure, 1 heure, donc je ne vais pas vous raconter cette aventure-là. La question, c'était juste comment j'ai réussi à ne pas prendre d'antidépresseurs, à arrêter les antidépresseurs et euh, et à rester sans antidépresseurs. Ben voilà, maintenant, je sais que quand il y a des émotions qui sont douloureuses, et j'en ai toujours, et j'ai toujours des émotions qui sont tellement fortes. Et même récemment, enfin il y a quelques années, quand j'ai connu ma nuit noire de l'âme, j'ai cru qu'il y a certaines émotions qui allaient me tuer, vraiment. Je me suis dit, là, ça y est, personne n'a jamais traversé une émotion si douloureuse, ça va me tuer, c'est sûr, ça va me tuer. Et je pleure, je crie de douleur, et comme je fais que de le dire à tout le monde, l'émotion, elle passe. Elle dure pas si longtemps que ça quand on s'autorise à la vivre pleinement, pleinement, pleinement. Et d'un côté, c'est vrai qu'elle nous tue un peu parce que quand on ressort de cette émotion, on n'est pas vraiment pareil. Et c'est pour ça maintenant que j'arrive à ne pas vivre sous antidépresseurs. Déjà, je m'écoute beaucoup, j'écoute mes intuitions, j'arrête de discréditer toutes mes pensées. Parce que des fois, je me rends compte, c'est mon cœur qui me parle. C'est la vie qui me parle et qui me guide. Donc je m'écoute plus, j'écoute plus la joie. Quand j'ai des moments de bad, déjà j'ai aussi appris à naviguer mon cycle féminin. Je sais qu'avant les règles, j'ai toujours des moments de bad trip. Et ben je les accueille et j'en fais pas tout un foin. Et j'ai un mode de vie qui est sain, au jour le jour. Je fais du sport, j'ai une hygiène émotionnelle, j'ai une hygiène alimentaire. Et voilà, voilà. Pour moi, ça a fonctionné comme ça. Je ne dis pas que c'est la même chose pour tout le monde, euh, mais voilà, pour moi, pour l'instant, ça marche comme ça. Et je dis pas que ça marchera comme ça à vie non plus, hein. Oui, j'ai mon accent normand qui ressort. Je ne dis pas ça. Mais voilà, j'espère que ça peut vous éclairer vous aussi sur votre chemin. Et à très bientôt!